On reste le premier acteur de sa santé, notamment avec ces trois piliers, enfin même qu'avec ces trois piliers, mais en fait ils ont une importance qui est capitale. Il faut reprendre le pouvoir sur sa propre santé et agir sur les éléments clés finalement qui font qu'on va vivre longtemps et en bonne santé. C'est une des causes d'accidents mortels extrêmement fréquentes que l'apnée du sommeil avec endormissement au volant. C'est aussi grave que d'avoir trop de tension, ou trop de mauvais cholestérol, ou de fumer un paquet de cigarettes par jour. Il faut que les gens réalisent que ça n'est pas qu'un simple problème de fatigue, c'est bien plus grave que ça. Exactement comme une plante sèche qui a soif, vous lui donnez de l'eau, elle boit. C'est pareil. Pendant une séance de muscu, le muscle, les fibres musculaires ont été abîmées et elles sont en demande de ces protéines pour se refaire une santé. Les épices, vraiment, il faut en mettre le plus possible dans sa cuisine, quitte à aller découvrir des nouvelles recettes, les introduire. Il faut qu'en France, on s'habitue à mettre beaucoup plus d'épices dans ses plats. Et comme le muscle, c'est un gros consommateur de glucose, quand on ne bouge pas, quand on est sédentaire, quand on ne fait pas assez travailler ses muscles, on provoque ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. C'est que le glucose, au lieu de rentrer dans les muscles, il reste à l'extérieur, il augmente dans le sang et ça peut favoriser l'apparition du diabète et de la résistance à l'insuline et de tout le cortège de maladies métaboliques et cardiovasculaires, sans oublier la prise de poids, bien évidemment. Perdre du muscle, fondamentalement, c'est pas dramatique. Le problème, c'est qu'il y a une perte de force qui est associée à cette perte de muscle. Docteur Laurence Plumet, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Bonjour Raphaël. On se retrouve pratiquement un an plus tard parce que vous avez publié un nouveau livre, Napsothérapie, nutrition, activité physique et sommeil, une approche révolutionnaire de la santé, aux éditions Erol. Pour débuter, je vous propose de vous présenter. Je suis le docteur Laurence Plumet, donc médecin nutritionniste et napsothérapeute. Alors les gens ne connaissent pas encore ce terme, mais ça va venir, car la napsothérapie, c'est une science que j'ai créée il y a maintenant 2 ans. C'est un concept en fait. C'est un concept comportemental qui incite les gens à auditer leur comportement, à analyser leurs propres erreurs, et ensuite, dans le domaine de la nutrition, de l'activité physique et du sommeil, et à les optimiser. Autrement dit, c'est une approche globale de la santé que je propose, en traitant les 3 piliers de la santé. La nutrition, l'activité physique et le sommeil, car j'estime qu'on ne peut pas être mauvais dans l'un des 3 et prétendre être en bonne santé. On peut bien manger, on peut faire du sport, mais si on ne dort pas bien, il y a un problème. On peut bien dormir, on peut faire du sport, mais si on mange mal, il y a un problème. Donc en fait, pour être vraiment en bonne santé et le rester, il faut être bon dans les 3. Et c'est pour ça que j'ai créé ce concept de la napsothérapie, parce qu'au final, il n'y a absolument aucun expert qui maîtrise les 3 domaines. Et c'est pour ça que j'en ai fait une formation et même un métier, et que je viens de sortir le livre sur la napsothérapie, pour que les gens découvrent un nouveau concept santé, une espèce de globalisation sur les 3 comportements les plus importants de la vie. Et ce qui est fondamental dans cette approche, c'est que vous venez de le dire, tu viens de le dire, c'est que la nutrition, l'activité physique et le sommeil, les 3 doivent être présents. Et ça, c'est vrai que moi, je le vois en consultation, on voit beaucoup de personnes qui disent « moi, je fais du sport et je mange bien. Ah, par contre, non, le sommeil, je me couche très tard, je me lève très tôt. » Et il y a peu de gens qui font attention aux 3. Oui. Et il vaut peut-être mieux être moyen ou moyen plus dans les 3 que être très bon dans 2 et totalement absent dans un autre des piliers. Oui, parce que c'est très difficile d'être très bon dans les 3, c'est vrai. Mais moi, ce qui m'a frappé, ça a été à l'occasion de l'épidémie de Covid-19. C'est là que j'ai vu exploser les problèmes de poids chez mes patients, parce que je suis médecin, praticien hospitalier, je suis particulièrement spécialisée dans les problématiques de poids. Je m'occupe à l'hôpital Necker d'enfants en surpoids et à l'hôpital Antoine Béclair d'adultes en surpoids. Et j'ai bien vu que les problèmes de poids avaient explosé à l'occasion de l'épidémie de Covid-19. Pourquoi? Parce que déjà les gens restaient renfermés sur eux et grignotaient beaucoup, ils bougeaient beaucoup moins, et puis les problèmes de sommeil ont explosé. D'ailleurs, dans les officines, on vend énormément de produits qui aident les gens à dormir. Donc je me suis dit, bon sang, mais là il y a un vrai problème. Et qui s'occupe de ces problèmes, de ces 3 problèmes en même temps? Personne. Et c'est pour ça que l'idée m'est venue de créer ce concept, cette formation et cette méthode, qui est finalement accessible à tous, via le livre pour la découvrir, et via les gens qui auraient envie d'en faire un métier, puisque c'est une formation qui est accessible à tous les types de profils, finalement. Voilà, donc j'ai bon espoir que ça marche, parce que, comme tu le dis très justement, il faut essayer d'être bon dans les 3. C'est très difficile d'être parfait, mais je vois que beaucoup de gens ont quand même des problèmes de sommeil. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'on parle toujours d'alimentation, ne serait-ce que pour aider les gens à perdre du poids. Alors ça, pour parler de régime, on parle des régimes. Mais par contre, personne ne s'intéresse au sommeil. Or, n'oublions pas que tout part du cerveau. Parce que quelqu'un qui ne dort pas assez, qui a un mauvais sommeil, qui se réveille fatigué,
Comment veux-tu qu'il bouge quand tu lui dis de bouger? Il est fatigué, il ne va pas le faire. Et ben je te propose, on commence sur le sommeil, donc sur les 3 piliers. Absolument. Moi en plus, comme tu le disais, sur ces 3 piliers, ce qui est très important, je trouve, c'est qu'il y a des interconnexions. C'est-à-dire que forcément, si on dort bien, on pourra plus facilement faire de l'activité physique. Si on mange bien, on a une bonne alimentation, ça sera plus facile de faire de l'activité physique, etc. Et les 3, on a vraiment des effets qui sont conjoints. Tout est lié. Voilà. Donc, commençons par le sommeil. Moi, je trouve que c'est vraiment le parent pauvre, comme tu le disais. C'est-à-dire que, oui, on parle beaucoup d'activité physique, on promeut beaucoup l'activité physique. Pareil pour l'alimentation, le fait de perdre du poids. Par contre, c'est bien vu au travail d'arriver très tôt, de partir très tard. C'est bien vu de travailler jusqu'à 11h du soir, c'est mal vu de refuser un repas avec des amis parce qu'on est fatigué, etc. Et il y a vraiment très peu de gens qui ont décidé de faire de leur sommeil une priorité ou qui sont prêts à faire des sacrifices pour mieux dormir. Pourtant, c'est fondamental. Oui. Explique-nous un petit peu pourquoi. Alors, d'abord, le cerveau d'un adulte a besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit. C'est encore plus chez les enfants. Quand on est venu au monde, il nous fallait au moins 11 heures de sommeil. C'est pour ça qu'on dormait dans la journée aussi. Après, ça va décrescendo. Mais l'adolescent a toujours besoin de 9 à 10 heures de sommeil. Donc, je te laisse imaginer les dégâts au niveau du cerveau qu'il y a quand l'adolescent se couche à 1 ou 2 heures du matin et qu'il doit se lever à 7 heures pour aller au collège ou au lycée. Bon, donc, moralité, il y a un déficit chronique. Mais l'adulte ne fait pas mieux. Alors, tu parlais du travail. C'est vrai que les gens se lèvent tôt, les gens travaillent tard, rentrent fatigués chez eux et ils ont envie de vivre une deuxième vie finalement quand ils rentrent chez eux. C'est ce qui ressort souvent du discours de ces personnes qui disent « je me repose et je fais ce que je n'ai pas eu le temps de faire dans la… » Et puis il y a aussi la télévision, les séries qui sont apparues. Donc on regarde le premier feuilleton et on va enchaîner avec le deuxième. Et puis voilà, les réseaux sociaux, l'Instagram, machin, dans le lit. Et puis le temps passe, le temps passe. Et moi, il y a 20 ans, quand on me disait « je me couche tard », c'était minuit. Maintenant, quand on me dit « je me couche tard », c'est facilement 1 ou 2 heures du matin. Et quand les gens doivent se lever à 7 heures du matin, ça fait une moyenne de 5 à 6 heures par nuit. Or, pour qu'un cerveau soit en bonne santé, il lui faut 7 à 8 heures. Ce qui fait que quand on additionne ce déficit de sommeil chaque jour, ça fait l'équivalent d'une nuit blanche par semaine. Et une nuit blanche, c'est énorme, parce qu'on le verra tout à l'heure, quand tu m'interrogeras sur les rôles du sommeil, qui sont énormes. Un cerveau qui en manque de sommeil, il va se passer plein de choses, exactement comme un ordinateur. Si au bout d'un certain temps, tu oublies de fermer ton ordinateur le soir, à un moment donné, ton ordinateur, il va bugger. Le cerveau, c'est comme un ordinateur. Il ne faut pas penser que la nuit, il ne fait rien, il se repose, et que si on manque de sommeil, ce n'est pas grave. On sera un petit peu fatigué, on se rattrapera le week-end, on fera grasse mat le samedi matin et grasse mat le dimanche matin. Mais ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Parce que tous les jours, on mobilise énormément de notre cerveau. On a de plus en plus de métiers sédentaires, on fait de moins en moins bouger notre corps, mais par contre, on fait de plus en plus travailler le cerveau. La mémoire, les capacités de concentration, la vigilance. Donc ça prend énormément d'énergie. Cette énergie, on ne va pas l'avoir si on est en manque de sommeil. Donc il faut que les gens réalisent que ça n'est pas qu'un simple problème de fatigue, c'est bien plus grave que ça. C'est vraiment grave de s'inscrire dans une logique de manque de sommeil chronique. Donc il faut retravailler son sommeil et il faut se coucher absolument avant minuit. Parce que le cerveau, comme tous les organes, il a une horloge biologique qui est réglée sur 24 heures. Et donc, il y a des hormones qui sont sécrétées selon toutes les 24 heures, avec des pics et des creux. Et alors, vers 22h30, 23h, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Eh bien, on voit monter la mélatonine, qui est la molécule qui va être fabriquée dans un petit coin du cerveau pour nous donner envie de dormir. Ce qui fait que chez tout le monde, à partir de 22h30, 23h, on commence à ressentir la fatigue. On commence à bâiller, on commence à se sentir un petit peu plus lourd. C'est l'heure d'aller se coucher. Sauf que si on reste planté devant la télé, on efface ces messages et on reste concentré sur le film qu'on regarde. On ne veut pas écouter les messages que nous envoie désespérément le cerveau. On a tous fait cette expérience, c'est-à-dire qu'on regarde par exemple la télé, vers 22h30 on commence un petit peu à bâiller, on pique du nez, etc. Et puis finalement on commence à regarder le film. Et puis après, quand on se retrouve dans notre lit à 23h, on a loupé le train et on n'a plus envie de dormir. Exactement. Et on n'arrive plus à dormir. Exactement. Et alors quand on a, parce qu'effectivement, le cerveau, c'est une succession de cycles d'1h30. Et chaque cycle, il ne faut pas imaginer que le cycle de 22h30 minuit soit le même que le cycle de 4h à 5h30 du matin. Ils sont différents. Alors chaque cycle est toutefois composé
de sommeil lent, on s'enfonce dans le sommeil superficiel puis profond. En début de sommeil, on est sur 1h30, on va avoir 1h15 de sommeil lent où on descend dans les abysses, et puis ensuite, tac, on se réveille pas, mais les yeux s'agitent dans tous les sens, et on rentre dans la phase de sommeil paradoxal qui est la phase des rêves. Donc le corps est un peu agité, les yeux papillonnent un peu partout, et on rêve. Et ça dure juste 10 à 15 minutes au début de la nuit, entre 22h30, 23h et 2-3 heures du matin. Et puis ensuite, plus les heures vont s'écouler, moins il y aura de sommeil lent, profond, et plus il y aura de sommeil paradoxal. Et donc, au petit matin, on a tellement de sommeil paradoxal que très souvent on se souvient de ses rêves parce que le réveil a sonné pile poil en plein sommeil paradoxal qui là ne dure pas 10 à 15 minutes comme en début de nuit, mais souvent 30 minutes. Et donc on voit bien que les cycles étant complètement différents en début, en milieu et en fin de nuit, on se doute bien que ça a des fonctions différentes dans le cerveau. Et effectivement, en début de nuit, ce sommeil très récupérateur profond permet de récupérer de la fatigue physique et mentale, alors que le sommeil paradoxal de fin de nuit sert surtout à réinitialiser les capacités de mémorisation, de concentration, de vigilance, mais c'est surtout la mémoire. Voilà. Donc autant dire qu'il est très important de respecter le sommeil du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas se coucher après 2 heures du matin en disant « Oh, ben j'ai compris, docteur Plumet a dit qu'il fallait dormir 8 heures, je me couche à 2 heures du matin, et donc je vais me réveiller à 10 heures, j'ai mon comptant, j'ai mes 8 heures. » Mais pas du tout. Parce que ce n'est pas les 8 heures qui comptent. C'est important, certes, mais c'est le moment où on a commencé le début du sommeil. Il faut absolument commencer avant minuit, parce que c'est le moment où on sécrète le plus de mélatonine et le moment où on a le plus de sommeil lent, profond, récupérateur. Donc, les 7 à 8 heures, absolument essentielles, mais avant minuit, absolument essentielles aussi. Moi, je me suis rendu compte un petit peu de ça à titre personnel. Je pense que ce n'est pas forcément obligatoire de le faire, mais maintenant, il existe plein de montres connectées, etc., qui montrent les différentes phases de sommeil. Et je trouve que c'est assez intéressant à titre éducatif de le faire, je sais pas, pendant un mois ou même une semaine. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'au cours de la nuit, en fait, plus on avance dans la nuit et les phases changent progressivement. Et donc, effectivement, si on dort moins longtemps, tout simplement, ces phases sont absentes. Et je trouve que c'est aussi un bon moyen d'illustrer ce que tu viens de dire et de se rendre compte en pratique. Tu as tout à fait raison, les réseaux, ce genre d'outils connectés peut être très utile. Les montres connectées permettent souvent aux gens de réaliser qu'ils ont des troubles du sommeil. D'ailleurs, dans le livre, il y a aussi un agenda du sommeil qui permet, il y a premièrement un audit, c'est-à-dire que la personne va répondre à des questions pour s'auditer sur la qualité de son sommeil, et il y a un agenda du sommeil également à faire à la fin du livre. Et ça va permettre aux gens de réaliser s'ils font bien ou pas bien. Parce que souvent les gens ont l'impression, moi ça va, je dors bien. Mais en réalisant, en faisant ce type d'exercice, réalisent, tiens, c'est bizarre parce que je ne pensais pas que je me levais aussi souvent. Mais depuis que je l'ai marqué dans l'agenda, je vois que je me lève 3 fois par nuit. Je pensais que ce n'était pas si fréquent que ça. Vous voyez, et tu vois, et d'ailleurs, il y a des levées de nuit qui sont au moins 1 pour aller faire la vidange, c'est un peu obligatoire. Allez, 2, faut pas trop s'inquiéter. Mais 3, c'est pas normal. Se lever 3 fois dans la nuit, c'est pas normal. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien dans le livre, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au début, on a des questionnaires pour évaluer chacun des 3 piliers, la nutrition, l'activité physique et le sommeil. Et ça, c'est fondamental parce que c'est exactement ce que tu dis. Moi, je le vois en consultation. On reçoit un patient, on va lui demander est-ce que vous dormez bien? Il va dire oui. Et en fait, si on demande mais vous levez combien de fois? Vous endormez à quelle heure? Vous réveillez à quelle heure? Etc. Et en fait, on se rend compte que si on pose les questions, c'est beaucoup plus compliqué que oui, je dormais bien, et souvent, c'est assez moyen. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment super que dans ce livre, ça commence par cet audit, cet état des lieux, parce que ça peut permettre aussi de faire ressortir des axes d'amélioration dont les personnes n'avaient pas conscience. Bien sûr. Et tu sais que les troubles du sommeil, c'est la première cause de la fatigue. La fatigue, c'est la plainte la plus fréquente qu'une personne peut émettre auprès de son médecin. Docteur, je suis fatigué, je ne comprends pas pourquoi. Alors le médecin, il va penser à la maladie, il va faire un check-up médical complet, et il a tout à fait raison en ça, parce que c'est vrai que ça peut cacher une maladie, mais il faut penser d'abord à des choses évidentes. La première cause de fatigue, c'est « dormez-vous bien, madame ou monsieur ?» Voilà, le manque de sommeil est tellement courant qu'il faut y penser en première intention quand on est fatigué. Voilà. Et trop souvent, les gens sous-estiment la fatigue. C'est pas grave, je récupérerai le week-end. Et il y a plein de signes aussi qui font penser aux apnées.
que beaucoup de gens font des apnées. Hein. Je te propose, on parle de l'apnée juste après. Juste, je rebondis sur une chose. J'ai l'impression qu'on est sorti un peu d'un paradigme où, moi, je vois mes parents, par exemple, la médecine soignerait tout. Oui. On est malade, on va voir le médecin, il nous donne un cachet et il y aura toujours une solution. Et notre santé est entre les mains du médecin, beaucoup. Et je pense que petit à petit, on sort de cette notion-là, notamment avec le Covid, où les gens se rendent compte, alors peut-être pas tous, mais de plus en plus de personnes, qu'on reste le premier acteur de sa santé, notamment avec ces 3 piliers, enfin même que avec ces 3 piliers, mais en fait, ils ont une importance qui est capitale. Mais bien sûr, et ton discours est formidable, c'est tout à fait celui de la prévention. Il faut reprendre le pouvoir sur sa propre santé et agir sur les éléments clés, finalement, qui font qu'on va vivre longtemps et en bonne santé. Quand on voit les centenaires, bon, alors, il y a une part de génétique, hein, bien sûr, hein, bon, et ça, on n'y peut rien. Mais le comportement joue pour beaucoup. Ce sont des gens qui ont une alimentation variée, saine, avec beaucoup de légumes, qui ne sont pas trop dans la malbouffe et dans les produits gras et sucrés. Ils mangent des légumes. Ce sont des gens qui bougent beaucoup, qui marchent beaucoup dans la journée. Ce sont des gens qui ne se couchent pas à pas d'heure, hein, et qui prennent soin de leur sommeil. Et finalement, notre belle machine qu'est le corps humain, quand on en prend soin comme on prendrait soin d'une belle voiture, eh bien, elle nous mène loin. Donc, au lieu de déléguer toujours aux autres et de penser qu'un comprimé, ça va nous tirer de bien des problèmes, nous pensons d'abord à nous réapproprier notre propre santé en veillant à avoir une alimentation saine, et on verra comment, parce qu'on a l'impression que c'est évident de manger sainement, mais il n'y a qu'une personne sur 2 qui le fasse en France. C'est quand même paradoxal. Mais déjà, c'est énorme, je trouve. S'il y a 50% de la population qui mange bien, je trouve que c'est déjà énorme. Oui, parce qu'en fait, on ne manque de rien. Mais justement, on a tellement de choix, et avec des produits qui sont très gras et très sucrés, on attire les gens vers ça. Parce qu'on aime tous manger gras et sucré. Simplement, quand on mange sainement, on apprend à le faire raisonnablement. Et il y en a qui dérapent complètement. Voilà. Et puis, voilà. Et l'activité physique, on a des problèmes avec... On en parlera tout à l'heure. Mais on vit dans une société où il est très difficile de bouger suffisamment. Ça demande un effort. Voilà. En fait, tout nous pousse à mal manger. Tout nous pousse à ne pas bouger assez. Et tout nous pousse à massacrer notre sommeil. Donc, ça demande un effort et une prise de conscience personnelle en disant « je veux bien faire parce que je veux vivre longtemps et en bonne santé ». Le pouvoir est à nous. Ça nécessite un effort. Ça nécessite c'est un sûr. effort. Et des connaissances. Et des connaissances. C'est pour ça que j'écris. Et qu'on fait la vidéo. Tout à fait. Et qu'on fait la vidéo. Et du coup, si on revient au sommeil, malgré tout, tout le monde n'est pas égal devant le sommeil. Il y a des petits dormeurs, il y a des grands dormeurs, et ça, il y a aussi des différences qui sont peut-être à prendre en compte. Tu as tout à fait raison, mais attention, ça représente une minorité. Petit dormeur, 10% de la population. Grand dormeur, 10% aussi. Donc il y a 80% de gens qui ont besoin de 7 à 8 heures de sommeil. Quand on dit petit dormeur, ce sont des gens qui n'ont besoin que de 4 à 5 heures de sommeil et qui se réveillent en pleine forme. Parce que comment fait-on la différence entre une nuit de 4 à 5 heures chez un petit dormeur et chez quelqu'un qui a besoin de plus? Petit dormeur, il se réveille en pleine forme et il est au max de toutes ses capacités tout au long de la journée et il a toujours été comme ça. Alors que le dormeur de 7 à 8 heures qui ne dort que 5 heures, je peux t'assurer que le matin, il se réveille, c'est laborieux, et il a des grands coups de pompe dans la journée. Et puis, il a des trous de mémoire, il n'est pas au mieux de sa forme. Voilà. Et les grands dormeurs, ce sont ceux qui ont entre 9 heures, besoin de 9 à 10 heures de sommeil. Donc, ce sont des personnes qui, dès qu'il manque un petit peu de sommeil, ne sont pas bien du tout. Donc, au final, petits et grands dormeurs, 20% de la population, 80% de la population, pour le reste, 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Donc, on en parlait aussi un petit peu tout à l'heure. Il y a aussi des personnes qui ont des troubles du sommeil, comme l'apnée du sommeil. Oui. Et ça, c'est très répandu et c'est très important parce que c'est un retentissement qui est très important sur la santé. Enfin, déjà, ça empêche de bien dormir et en plus, c'est un retentissement sur la santé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'apnée du sommeil? Tout à fait. Alors, l'apnée du sommeil, il y en a de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de gens en surpoids et en obésité. Je rappelle que 50% de la population en France a un problème avec son poids. 50%, c'est énorme et ça ne fait que s'aggraver. Il y en a 35% qui ont un surpoids modéré, c'est-à-dire entre 5 et 15-20 kg de trop. Et au-delà de 20 kg, on va parler d'obésité, c'est une personne sur 6. Ça ne fait qu'augmenter. Plus il y a de surpoids, plus il y a de graisse au niveau du pharynx, du larynx. Et cette graisse fait que ça comprime les voies respiratoires et que de temps en temps dans la nuit, surtout quand la personne est allongée, ça écrase un peu le larynx. Hop, il se collapse, il se ferme et la personne s'arrête de respirer. Alors, c'est très impressionnant pour le conjoint ou la conjointe qui est à côté. C'est qu'il y a une pause respiratoire qui peut être complète ou partielle et qui va durer en moyenne 10 secondes. C'est beaucoup, hein? Bon. Alors, que se passe-t-il dans le corps humain pendant qu'il y a cette pause respiratoire? Le gaz carbonique monte, puisque la personne ne respire plus. Le gaz carbonique monte,
et l'oxygène diminue. À un moment donné, le taux d'oxygène est tellement bas qu'il y a le déclenchement du signal d'alarme dans le corps humain. Il faut respirer, il faut respirer, il faut respirer. La personne à ce moment-là se met à respirer, une grande bouffée, ça peut la réveiller, mais il y en a qui ne se réveillent pas. Et quand elle se réveille, elle est en sueur, elle est oppressée, elle a l'impression de sortir d'un cauchemar, et ceci plusieurs fois par nuit, dans la nuit. Alors, on peut en faire 5 ou 6 par heure, c'est un syndrome d'apnée du sommeil qui est léger. On peut en faire 10 ou 20, c'est modéré. 20 à 30, ça devient déjà un peu plus intense. Et au-delà de 30, on va parler de syndrome d'apnée du sommeil sévère, qu'il va falloir appareiller. Alors, autre signe symptomatique, parce que peut-être parmi ceux qui nous regardent, il y en a qui ont des apnées du sommeil. Il y en aura forcément. Vu le nombre de personnes que ça touche dans la population, il y en aura forcément. Exactement. Donc, on peut se réveiller avec des maux de tête. Donc, se réveiller en ayant mal à la tête, ça n'est pas normal. C'est un des symptômes d'apnée du sommeil. Et par ailleurs, on a vraiment des gros coups de pompe dans la journée. C'est-à-dire que le gros coup de pompe, il se manifeste surtout l'après-midi après le déjeuner. Il y a déjà un petit coup de pompe après le déjeuner pour la digestion. Mais alors là, si en plus on a eu un sommeil très fragmenté pendant la nuit et non récupérateur, waouh, on manque de s'endormir 40 fois au bureau. Et puis surtout, on risque de s'endormir au volant quand on rentre chez soi le soir. C'est une des causes d'accidents mortels extrêmement fréquentes que l'apnée du sommeil avec endormissement au volant. Alors, ces apnées, elles arrivent assez fréquemment chez les gens obèses, fréquemment chez les gens en surpoids. Donc surpoids et obésité, souvent d'apnée. Mais attention, c'est pas parce qu'on n'a pas des kilos en trop qu'il faut se dire oh, « je ferai jamais d'apnée ». Pas du tout. Il m'est arrivé en consultation de voir des patients ayant un poids tout à fait normal et présentant des apnées du sommeil. Autrement dit, surtout s'il y a une hérédité familiale. J'ai eu récemment une patiente qui me disait « je dors très mal, je présente tous les symptômes que vous me dites, je pense que très probablement je fais de l'apnée et d'ailleurs, mes 2 parents sont appareillés. » Son père et sa mère portent tous les 2 un masque la nuit, ils souffrent d'apnée du sommeil. Et donc, il y a une hérédité familiale. Donc, il faut y penser aussi et s'interroger d'ailleurs sur les problèmes de santé que peuvent rencontrer les parents parce qu'il y a fort à parier qu'on va écoper de bon nombre d'entre eux, dont les apnées du sommeil. Alors, on pourrait dire, bon, bah, c'est pas grave, je fais des petites pauses respiratoires, je suis un peu fatiguée le lendemain, après tout, mettre un masque, m'embêter, aller faire un examen du sommeil, c'est casse-pied, il faut aller dormir dans le service du sommeil, ou alors il faut porter des tas d'électrodes chez soi, bon, pour faire une polygraphie ventilatoire ou une polysomnographie. Et donc, d'ailleurs, j'expliquerai peut-être la différence entre les deux. Donc, ça permet d'étudier le sommeil et de faire le diagnostic. Oh, mais j'ai pas envie de faire tout ça, après tout, c'est pas grave. Eh bien, si, c'est grave. Parce que l'apnée du sommeil, on a vu, baisse d'oxygénation dans le sang, augmentation du gaz carbonique, et ça arrive plusieurs fois dans la nuit. Plus de 30 fois par heure. C'est énorme, c'est énorme. Donc c'est un risque cardiovasculaire énorme aussi. C'est aussi grave que d'avoir trop de tension, ou trop de mauvais cholestérol, ou de fumer un paquet de cigarettes par jour. C'est un risque cardiovasculaire. Ça expose les gens à augmenter les dépôts de plaques dans les vaisseaux, et avoir des problèmes cardiaques ou neurologiques par la suite. Donc c'est un problème de santé, l'apnée du sommeil. Il faut la diagnostiquer, même si c'est un peu casse-pied, et il faut l'appareiller si nécessaire. Alors au début, ça paraît un peu pénible parce qu'il faut porter un masque. En fait, c'est un masque, peut-être que nasal ou que buccal ou les deux. C'est au médecin du sommeil de décider. C'est relié à un espèce de compresseur qui envoie de l'air. Ce n'est pas de l'oxygène, hein, c'est de l'air. Et comme il y a de l'air en permanence, bah ça maintient le larynx toujours ouvert et il ne se collapse plus. Ça augmente la pression dans le larynx et du coup... Oui. Exactement. Et donc la personne, eh bien, elle passait de 30 apnées par heure à 0,5 ou à 1 apnée par heure. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que c'est magique en fait. Hein, ça réduit... Alors il faut supporter le masque et c'est vrai que souvent on a des patients qui se plaignent un peu là-dessus. Mais par contre, c'est totalement curatif. Et à partir du moment où on met le masque, il n'y a plus d'apnée du sommeil. Voilà, et donc la personne tout d'un coup c'est « Ah, je revis !» Parce que enfin je fais des nuits bien complètes, je ne me réveille plus fatiguée et je suis en pleine forme dans la journée. Donc ça vaut le coup. On se fait du bien à la santé et on a beaucoup plus de tonus. Bien sûr. Donc si on a des kilos à perdre, il faut absolument résoudre ce problème d'apnée parce qu'on ne peut pas maigrir si on a un mauvais sommeil. Là on a parlé d'apnée du sommeil sévère. Dans les premiers cas d'apnée du sommeil, j'ai vu des études passer où l'activité physique montre pas mal d'effets parce que bon, déjà ça permet de perdre du poids et on a vu l'importance, mais ça permet aussi d'entraîner les muscles respiratoires et donc sur des gens qui ont des apnées du sommeil assez légères, ça a aussi un effet et l'avantage c'est que là c'est un effet qui est plus curatif.
sur du long terme, c'est pas simplement une supplémentation avec un appareil. Ah oui, tout à Donc fait. voilà, on a encore des connexions entre un peu tout qui s'effectue. De toute façon, quand on prend soin de soi, on en voit très vite les bienfaits, hein. C'est vrai. Et je le vois parce que je reçois des patients qui ont vraiment des gros problèmes de poids, hein. J'ai des patients qui peuvent même peser jusqu'à 200 kilos. Donc c'est quand même assez impressionnant. Mais on les aide, on arrive à bien les faire maigrir, surtout avec la chirurgie bariatrique. Mais c'est un autre sujet. Et on voit que dès qu'il y a une perte de poids, 5, 10, 15, 20 kilos, ben, l'apnée s'arrange d'elle-même. Alors bien sûr, quand ils ont de l'apnée, on les appareille, mais le fait de perdre beaucoup de poids, ça permet aussi un jour de les sevrer. Ça a des effets en Et de cascade. leur dire, si vous maigrissez bien, la récompense, ça sera qu'un jour, on vous enlèvera cet appareil, la nuit, ça les fait rêver. Bien sûr. Et là, ça leur donne encore plus de motivation pour Comment- maigrir. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de mieux dormir et quels conseils on peut donner aux gens qui nous regardent? D'abord, de finalement se fixer une certaine discipline. Nos ancêtres, non pas les Gaulois, mais nos parents, nos anciens, se couchaient beaucoup plus tôt. Voilà. Il faut avoir dans la vie un certain nombre de repères. C'est bien, c'est bien. Ça n'empêche pas d'avoir une vie sociale et d'être invité à droite, à gauche, mais il faut quand même se fixer une certaine hygiène de vie. J'aime pas trop le terme hygiène, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire quand même. Et je crois qu'il faut quand même se fixer une date butoir de 23 heures le soir. Alors, ça peut arriver de temps en temps. Allez, on fait la fête, on va se coucher à minuit, 1 heure du matin. Bien sûr. Mais quand on s'inscrit dans la régularité, il faut plutôt viser 23 heures. Voilà. Ça veut dire qu'on s'organise. Ça veut dire qu'on ne dîne pas à 22 heures. Ah oui, parce que si on dîne à 22 heures, on ne sera pas au lit avant 1 heure du matin. Bon, donc on dîne classiquement, mais en France, on est assez fort pour ça quand même. Le dîner, c'est sacré, c'est plutôt 20 heures. Et ça, c'est une très bonne organisation. Il faut la garder. Il faut la garder absolument. Et je dis ça pour aussi les jeunes, parce que les jeunes ont tendance à décaler, sont les petits restos le soir, à pas d'heure, les plans de chat, le petit verre de vin, la bière, et hop, le temps s'écoule, il est 21h, 22h, et ce sont eux d'ailleurs qui se couchent souvent très tard. Mais encore une fois, il n'y a pas que. Donc se fixer 23 heures pour aller au lit. Bon. Donc ça veut dire qu'on regarde son film, on fait ce qu'on veut le soir, mais dès qu'on sent les signaux que nous envoie le cerveau pour aller se coucher, il faut les écouter. Ça veut dire que le cerveau, il a besoin de dormir. Allez hop, on va au lit. Alors après, il faut envoyer des signaux aussi à notre cerveau, comme quoi j'ai compris, je vais me coucher, je t'obéis. Donc la chambre, elle est fraîche. Elle va peut-être être un petit peu plus difficile quand il fait très très chaud dehors, mais on ouvre, on ferme les volets dans la journée pour avoir de l'ombre. Et puis le soir, eh bien, on ouvre les fenêtres pour laisser rentrer l'air frais. Une pièce doit être fraîche. Parce qu'un des signaux d'endormissement, c'est l'abaissement de la température corporelle. Dans la journée, on est à 37 et la nuit, on baisse à 36. Autrement dit, on a beaucoup de mal à trouver le sommeil quand la chambre est trop chaude. Donc il faut absolument rafraîchir, au besoin un ventilateur, une petite serviette mouillée quand il fait très chaud à l'extérieur, on ventile la pièce. Il faut vraiment que la température baisse. Et même en hiver, il ne faut pas être à 22, il faut être à 19 dans une chambre. 18, 19, c'est très très bien. Il faut plutôt être en dessous, avoir une chambre fraîche. Et ce qui est important, c'est la ventilation dont vous avez parlé. Oui. Là, on a communiqué une étude scientifique qui est sortie où ils comparaient la ventilation d'une pièce entre peu ventilée, modérément ventilée et beaucoup ventilée, très ventilée. Et donc, on voyait que ça changeait effectivement les taux de dioxygène et le taux de CO2 dans la pièce. Et derrière, c'était des gens qui étaient appareillés et ils se rendaient compte qu'ils dormaient mieux en quantité et en qualité. Les phases de sommeil paradoxal, etc., de sommeil profond, étaient plus longues si la pièce était plus ventilée. Donc ça, c'est vraiment important. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc, pièce ventilée et fraîche, sombre, parce que dès qu'il y a un peu de lumière... Alors, pour expliquer, le sommeil, ça vient d'une sécrétion de mélatonine. Quand la mélatonine, elle est au plus haut, on dort. Et maintenant, qu'est-ce qui fait baisser la mélatonine, c'est-à-dire le réveil? C'est la lumière. Voilà, la lumière. Donc surtout pas de lumière dans une chambre, enfin je veux dire qu'il faut tirer les rideaux, il faut qu'il y ait obscurité totale dans une pièce. Par ailleurs, quand on va dans sa chambre et qu'on lit, parce que finalement, il ne faut surtout pas regarder son téléphone, ça envoie une lumière bleue extrêmement excitante pour la rétine, et là, on écrase la mélatonine qui commençait à monter. Donc on va mettre 1h30 à s'endormir, si avant d'éteindre la lumière et son téléphone, on fait ça juste avant de dormir, on ne va pas trouver le sommeil au moins pendant 1 heure. Donc le téléphone, hop, à distance de la chambre où on le ferme, au moins 1 heure avant d'aller se coucher, c'est-à-dire à 22 heures. Désolée pour ces indications, mais il faut quand même un minimum de repères.
Et donc on ne regarde pas son téléphone. Par contre, on a le droit de lire, ça bien évidemment, et heureusement. Là, le livre, ça endort. Donc, on se met dans son lit, on lit. Alors, attention aux lumières qui sont très puissantes. Parfois, il y a des liseuses qui sont extrêmement puissantes, avec une lumière blanche très agressive. Attention, il vaut mieux la petite lampe de chevet, avec une lumière douce. On doit pouvoir régler. Moi, je mets sur ma liseuse. Enfin, moi, je fais partie de cette team-là. Moi, j'ai pas le meilleur sommeil. Mais je fais exactement ça. Téléphone coupé 1 heure avant et pas dans la chambre. Une pièce ventilée, une pièce plutôt froide et je lis avant de dormir. Bah, c'est parfait. Voilà. C'est parfait. Et la liseuse, effectivement, tu peux mettre différents niveaux. Il ne faut pas mettre le niveau le plus fort. Voilà. Et puis ensuite, on s'endort, on se détend, on se relaxe. Pour les gens qui sont un peu anxieux, qui ont des problèmes dans la vie, qui moulinent, le petit truc, je leur dis, vous écrivez tous vos problèmes sur un post-it, vous laissez le post-it dans la chambre en disant, ça sera pour demain. Et quand on rentre dans un bureau, et quand on rentre dans sa chambre, on a laissé ses problèmes de côté dans son bureau. Ça paraît idiot, hein, mais inconsciemment, ça s'inscrit dans la tête. Et la chambre, elle est là pour dormir. Alors surtout, quand on rentre dans son lit, c'est pas avec un ordi, on joue pas, on met pas la télé. Le lit, c'est le signal pour le cerveau, waouh, bon dodo. Donc le lit, ça sert qu'à ça. Bon, éventuellement autre chose aussi, mais bon, le signal, il est clair. Et donc c'est comme ça qu'on s'endort, on se détend, on pense aux vacances qui vont venir, au bon moment qu'on a passé. On respire, inspire, expire, voilà, doucement. Le cœur va ralentir, la température s'abaisse et on s'endort. Tout à fait. Et si jamais on se réveille pour aller faire une petite vidange en cours de nuit, hein, on n'en profite pas pour aller faire un petit passage au frigo parce qu'on a faim. Non, on ne mange jamais la nuit. Hein. Jamais. On revient au lit et rebelote, on s'endort. Voilà. On pourrait parler du sommeil pendant très longtemps, mais pour faire en sorte que la vidéo soit quand même, déjà c'est un format long, mais relativement concise. Et puis je crois qu'il y a 500 pages dans le livre, donc voilà, si ça a intéressé les gens et qu'ils veulent en apprendre plus, il faut vraiment qu'ils achètent le livre et pour voir toutes les choses dont on n'a pas eu le temps de parler, mais qui sont présentes dans le livre. Je te propose qu'on parle de l'activité physique maintenant. Ah oui? Et bien allez, on change de pilier. On a vu le sommeil, on parle sur l'activité physique. Pourquoi est-ce que c'est important de faire du sport et qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on fait du sport? Alors, activité physique et sport. Déjà, on peut définir ces deux termes. Exactement. L'activité physique, c'est le fait de bouger, de ne pas être assis dans un fauteuil. Voilà. C'est la marche, c'est le fait de monter les escaliers, c'est le mouvement. Le sport, c'est une période d'activité physique, mais qui est cadrée avec un début et une fin, une certaine intensité et un objectif. Je fais du sport quand je vais dans une salle de sport, que j'y reste pendant 1 heure. Voilà. Dans les deux cas, on fait travailler son corps. On fait travailler ses muscles, on augmente l'oxygénation de tous les organes, y compris le cerveau et le cœur. On fait travailler ses articulations et on augmente l'activité des fibres musculaires. Nous sommes faits pour le mouvement. On a quand même 2 grandes jambes, c'est fait pour que ça serve. Bon, on a quand même une masse musculaire importante. On a entre 30 et 40 kg de muscles dans notre corps. Et il faut bien les faire travailler, ces muscles. Sinon, ils sont en grève. Et alors, un muscle qui ne travaille pas, il s'atrophie. Et comme le muscle, c'est un gros consommateur de glucose, quand on ne bouge pas, quand on est sédentaire, quand on ne fait pas assez travailler ses muscles, on provoque ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. C'est que le glucose, au lieu de rentrer dans les muscles, il reste à l'extérieur, il augmente dans le sang et ça peut favoriser l'apparition du diabète et de la résistance à l'insuline et de tout le cortège de maladies métaboliques et cardiovasculaires, sans oublier la prise de poids, bien évidemment. Donc, le fait de tous les jours de bouger, d'avoir au moins 1 heure d'activité physique, quand je dis 1 heure, c'est 1 heure de marche active. Je ne comprends pas le piétinement. Il y a des métiers comme les coiffeurs, comme les pharmaciens, ils sont tout le temps debout, ils ont au contraire mal aux jambes, et ça n'est pas de l'activité physique, c'est du piétinement. Et ça, c'est très dur à faire comprendre aux gens. Oui. Parce que un patient, vous lui dites mais vous êtes actif? Il va dire ah bah oui, parce que moi je suis coiffeur, etc. Et en fait, non, c'est pas du tout la même chose. Et ça, vraiment, à faire comprendre, c'est très très compliqué. Et oui, parce que quand on marche, c'est extraordinaire la marche. Très souvent, les gens pensent que la marche, ça ne sert pas à grand-chose, il n'y a que le sport. Mais la marche, ça fait travailler tous les muscles. En fait, quand on analyse avec des capteurs tout ce qui se passe dans le corps humain quand on marche, on s'aperçoit qu'on fait tout fonctionner. Surtout quand on a un grand mouvement de balancier des bras, on fait travailler les muscles, les abdos, les muscles du dos, les muscles des bras, et on oxygène son cerveau. C'est le meilleur moyen de réfléchir. Moi, quand je veux trouver des solutions, je pars marcher, et je les trouve en marchant.
Donc, on active plein de choses. Et on le voit bien, plus les gens marchent, moins ils ont de problèmes de santé. Alors, le sport, c'est de la marche, mais avec une intensité plus importante. Dans le sport, il y a le cardio et le renforcement musculaire. Le cardio, c'est typiquement le tapis, le vélo, le rameur. Là, on fait travailler la marche rapide. Son cœur. Voilà, la marche rapide, tout à fait, la marche rapide. La randonnée aussi, la marche nordique, enfin bref. Et donc là, on fait travailler son cœur, on muscle son cœur. Donc, il bat plus lentement et il est plus efficace dans ses éjections. Et puis, on fait travailler également en oxygène ses neurones. Et on prévient d'ailleurs les maladies du vieillissement. Tout ce qu'on voit en Parkinson, en maladie d'Alzheimer, eh bien, on sait très bien que plus les gens sont actifs et sportifs tout au long de leur vie, moins ils auront ce type de problème. Parce qu'on oxygène son cerveau, on nourrit ses neurones, donc on les fait vivre plus longtemps. Voilà. C'est vrai que les gens, souvent la maladie d'Alzheimer, ça fait très peur. Et donc les gens disent, il faut que je fasse des mots croisés, il faut que je stimule mon cerveau, etc. C'est vrai que ça a un effet, mais avoir une activité physique, ça a également un effet. Mais oui, parce que si on reste assis toute la journée à faire des mots croisés, c'est pas bon. J'interromps rapidement la conversation passionnante que j'ai avec mon invité pour vous dire quelque chose de très important. Vous avez remarqué que quel que soit le sujet qu'on aborde, quels que soient les invités que l'on reçoit, ils sont tous unanimes sur l'importance de pratiquer une activité sportive. Avec Jérôme, on est persuadé que la course à pied est le sport qui a le pouvoir de véritablement transformer votre vie. Quel que soit votre âge, même si vous avez plus de 50 ans et même si vous n'avez jamais couru de votre vie, vous pouvez devenir un coureur ou une coureuse. Vous devez simplement être progressif pour doucement adapter votre corps à cet effort et respecter certaines étapes indispensables pour renforcer vos articulations. Avec GG, nous voulons que, peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, vous fonciez pour réaliser vos rêves. C'est pourquoi nous avons passé beaucoup de temps à chercher puis à synthétiser des études scientifiques pour vous mettre à disposition notre formation gratuite qui s'intitule « Débuter la course à pied après 50 ans sans vous blesser ». La formation dure 7 jours et elle reprend les conseils les plus importants pour vous éviter de réaliser les erreurs que nous rencontrons le plus chez nos patients. Vous recevrez les différentes leçons directement dans votre boîte mail. C'est totalement gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment si vous n'êtes plus intéressé par nos emails. Le plaisir des footings sous le soleil le dimanche matin sera bientôt à vous. Cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran pour vous inscrire. Faites-le maintenant car on modifie régulièrement les conseils de la formation gratuite. On reprend l'interview. Par contre, on peut faire des mots croisés pendant 1 heure, apprendre des poèmes, stimuler son cerveau de tas de manières différentes, la musique, etc. Mais il faut tous les jours au moins 1 heure. Et ça tombe bien, parce que quand on est à la retraite, c'est génial, une nouvelle vie s'offre à nous. On a enfin du temps pour aller manger, pour aller bouger et pour aller faire du sport. Voilà. Donc il faut à ce moment-là occuper ce temps-là et ne pas rester trop longtemps assis. Donc je parlais du cardio pour justement muscler son cœur et son cerveau. Et puis il y a le renforcement musculaire qui est très bon aussi parce que tout le monde a remarqué que plus les années passent, plus on perd du muscle et plus le gras a tendance à se développer. C'est un phénomène qui est naturel. Exactement. Qui fait d'ailleurs, qui cause bien des problèmes à beaucoup de gens, et surtout les femmes. Surtout les femmes à la ménopause. Ouais. Donc elles voient le petit bourrelet arriver, le ventre qui s'arrondit, comme lors d'une grossesse, enfin c'est pas agréable. Et donc on se dit, bon sang, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Il y en a qui ne prennent que 2 ou 3 kilos, il y en a qui en prennent 10, tout dépend aussi du comportement de la personne. Alors, vous l'avez dit très justement, tu l'as dit très justement, c'est normal, mais ça n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'on peut le combattre, on peut limiter l'inflation de graisse et la régression de la masse musculaire. Limiter comment? En mangeant bien, en bougeant plus et en dormant bien. Typiquement les 3 piliers de la napsothérapie. Donc en bougeant plus, donc le cardio qui fait tout de suite brûler des calories et le renforcement musculaire qui va permettre, avec une alimentation riche en protéines, j'insiste bien là-dessus. Quand on fait du renforcement musculaire, il faut manger des protéines après, au repas qui suit. De la viande, du poisson, des œufs et des produits laitiers qui sont une excellente source de protéines aussi. Les protéines contenues dans le lait sont des protéines de très bonne qualité. Eh oui, les protéines de lactosérum entre autres, celles qu'on trouve d'ailleurs dans les salles de sport sous forme de poudre, qu'on appelle la whey, W-H-E-Y, qui est du concentré de poudre de protéines de lactosérum qui viennent du lait. Voilà. Alors pourquoi ils font ça, ceux qui font du renforcement musculaire et qui veulent augmenter leur masse musculaire? C'est très dans l'air du temps là en ce moment, chez les jeunes, surtout les garçons et les hommes, là on est en plein là-dedans.
Et donc, ces protéines sont très très vite digérées, absorbées. Les acides aminés passent très vite dans la circulation sanguine et sont captés par les muscles qui, après l'effort, sont en demande. Exactement comme une plante sèche qui a soif, vous lui donnez de l'eau, elle boit. C'est pareil. Pendant une séance de muscu, le muscle, les fibres musculaires ont été abîmées et elles sont en demande de ces protéines pour se refaire une santé. Et quand on prend ces protéines dans les 30 minutes ou dans l'heure qui suit la séance de musculation, eh bien on permet à nos muscles de bien se développer. Et tu as abordé ce sujet-là, on va jamais y arriver. En fait, comme sur la précédente vidéo, on sait vous voyez, je pense que notre cerveau a assimilé qu'on devait se vous voyez. En fait, on va toujours dire vous tu. Exactement. On va lancer la mode du vous tu. Comme tu as parlé des protéines en poudre, oui. C'est très important aussi, ça a une mauvaise image qui n'est pas justifiée. Oui. Je ne pense pas du tout que ça soit obligatoire d'en prendre, ce n'est pas le Non, sujet. bien Mais sûr. par contre, ça a une mauvaise image et Oui. c'est souvent associé au fait que ça serait mauvais pour le rein, Oui. ce qui est absolument faux. Toutes les études le montrent. Les quelques études qui montrent un problème, c'est sur des gens qui seraient déjà insuffisants rénaux. Oui, et puis c'est un problème de quantité aussi. Moi, j'ai eu un patient comme ça. C'est une triste histoire, mais qui se termine bien, hein, rassurons-nous. J'ai eu un jeune homme qui souffrait de maigreur, qui avait des complexes. Il s'est dit oh, je veux des muscles, un peu comme Schwarzenegger. C'est un peu l'histoire de Schwarzenegger, ça aussi. Hein. Il était plutôt gringalet, et puis il s'est mis au sport, et puis il est devenu cet athlète que l'on connaît. Puis il s'en est servi d'ascension sociale, parce qu'après, il a changé de pays, changé de métier, etc. Bien sûr. Bon, donc il s'est dit je vais faire de la muscu. Mais il s'est débrouillé tout seul. Il n'a pas été conseillé. Il n'est pas venu me voir avant. Donc, il a été se renseigner un peu partout. Bon, à salle de sport, de la muscu. Et sur le plan de l'apport protéine, il s'est mis à manger beaucoup de blanc d'œuf le matin au petit déjeuner, du blanc de poulet à gogo tout au long de la journée, et auquel il a rajouté des shots, c'est-à-dire des petites doses de 30 grammes de poudre de whey. Et puis, il a fait ça pour augmenter donc sa masse musculaire, parce qu'il avait lu ça. Et donc, un jour, il s'est retrouvé aux urgences avec des jambes extrêmement gonflées. Voilà, il était en plein édème. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il était en excès de protéines. Cet excès de protéines a abîmé le filtre rénal et les protéines sont passées dans les urines, créent un appel d'eau, ça en fait moins dans le sang et ça crée une situation d'œdème. Voilà. Donc, que les médecins ont dû combattre avec des corticoïdes pour diminuer l'inflammation au niveau des reins. Et à un moment donné, soit ça se passe bien, on peut se passer de corticoïdes et la situation revient à la normale, mais ça ne s'est pas passé comme ça pour lui. On ne pouvait pas trop baisser les corticoïdes, donc il s'est retrouvé avec des corticoïdes toute sa vie maintenant, à petite dose pour éviter d'avoir des œdèmes. Bon, donc ça c'était cas extrême. Et il avait sûrement une petite fragilité parce que même on le voit même chez les anciens bodybuilders qui ont pris des quantités. Il n'y a pas de problème normalement au niveau du rein. Alors quand même, donc, pour ceux qui nous écoutent et qui nous lisent, un apport protéique raisonnable, c'est 60 à 80 grammes de protéines par jour. Et surtout, c'est éliminé après par les urines, donc en fait, il n'y a aucun intérêt. On peut monter à 100, 150. Il ne faut pas dépasser 200 grammes de protéines par jour. Ça ne veut pas dire 200 grammes de viande, c'est 200 grammes de protéines. Bon. Et pour ça, honnêtement, c'est déjà beaucoup. Les athlètes qui font ça, là on est au niveau compète, on est vraiment sur de la muscu, ils se tapent des pavés de viande de 200 grammes chacun à midi et le soir, auxquels ils rajoutent des omelettes monstrueuses avec 6 blancs d'œufs le matin. Ce qui n'a rien à voir avec une alimentation santé. Donc exactement, donc on referme le sujet. Je voulais simplement parler des protéines parce que effectivement, si on recherche le fait de vouloir freiner cette perte musculaire que toutes les personnes connaissent à partir de 60 ans, il faut veiller à manger suffisamment de protéines. Et le petit conseil pratique que je donne, parce que je vois que les gens font souvent cette erreur, ils mangent en général de la viande et du poisson ou des œufs à midi, et souvent le soir, ils pensent bien faire en ne mangeant que des légumes, des féculents, en faisant presque végétarien le soir. Et là, je leur dis, passer la soixantaine, c'est une erreur. Il faut manger de la viande, du poisson ou des œufs à midi et le soir, sinon on ne consomme pas assez de protéines, qu'on fasse du sport ou pas. Il ne faut pas oublier que les protéines, c'est la nourriture du muscle. Hein? Donc le muscle, c'est 80% d'eau, 20% de protéines. C'est sa nourriture. Et en vieillissant, on a donc le phénomène qu'on appelle la sarcopénie, avec cette perte de muscle. Ben justement. Et on y passera tous. Oui. Et c'est vrai que... Plus ou moins.
Plus ou moins, plus les femmes que les hommes, c'est ça que tu veux dire? Oui, et puis en fonction des comportements alimentaires. Tout à fait. Parce que les personnes qui vont souffrir de sarcopénie, c'est-à-dire une masse musculaire qui est trop faible, donc ce sont des gens qui ont des problèmes de santé aussi, ça baisse les défenses immunitaires, ce sont des gens qui sont souvent malades, il y a un risque de chute augmenté, parce que quand tu n'as pas assez de muscles sur les cuisses, tu te casses la figure tout le temps. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est parce voilà, qu'en fait, tu perds en force. Perte de muscle, fondamentalement, c'est pas dramatique. Le problème, c'est qu'il y a une perte de force qui est associée à cette perte de muscle. Voilà. Et donc, pour sortir de son lit, pour aller faire les courses, pour partir en vacances, pour monter différents les salles, escaliers, n'importe quoi. Pour faire... figure. Voilà. Et donc, derrière, si on tombe, forcément, ça peut avoir des complications embêtantes. Et déficit immunitaire. Hein, déficit immunitaire. Les gens qui ne consomment pas assez de protéines et qui sont en sarcopénie, à risque de dénutrition parce qu'ils ont maigri et ils ont perdu beaucoup de muscles, ce sont des gens qui tombent tout le temps malades et qui mettent un temps fou à guérir. Hein, donc les défenses immunitaires sont très sensibles à l'apport de protéines et la fatigue aussi. Les protéines sont très importantes. Quand on ne mange pas assez de protéines, on est crevé. On revient sur le sommeil. Eh bien, exactement. Et puis, voilà. Et même, c'est une fatigue physique et morale. Donc, c'est là qu'on voit l'importance de l'alimentation, de l'activité physique et du sommeil. C'est que tout est lié. Donc, pour faire du sport, si on se résume, activité physique tous les jours, 1 heure tous les jours, on marche tonique, on fait quand on veut. Soit le matin avant d'aller au boulot, soit au boulot, pendant l'heure de pause, 30 minutes de marche, 30 minutes au resto d'entreprise, soit le soir, il fait nuit très tard, on a cette chance en été, il est 18h, 19h quand on rentre chez soi, si on est seul, pas de contraintes familiales, pas d'enfants à chercher, pas de gna, allez hop, on ressort et on fait 1 heure de marche active. Et qu'est-ce qu'on se sent bien quand on rentre chez soi après une bonne douche, et franchement, on est bien. Hein, on est déstressé de sa journée. Bon, activité physique. 2 à 3 séances de sport par semaine pour le renforcement musculaire, justement pour freiner cette baisse de la force musculaire, hein, et l'augmenter. Et donc, du coup, quel que soit le moment où on fait son sport, il vaut mieux éviter le soir. Je vais dire pourquoi. Eh bien, le repas qui suit, des protéines. Donc, de la viande, du poisson ou des œufs à midi, de la viande, du poisson ou des œufs le soir. Alors, il y en a qui disent « Ouais, manger 2 fois de la viande », c'est pas mon propos. C'est un peu de viande à midi, mais du poisson le soir. On alterne, hein, on mange un petit peu de tout, on varie. Là on n'a pas de considération écologique, on parle juste au niveau santé. Exactement. Et c'est vrai que malgré tout, ça pose un petit peu question parce qu'on est tous conscients de ce problème écologique et oui. on y est tous sensibles. Oui. Mais il y a aussi cet aspect santé et on se retrouve dans des schémas avec des personnes qui mangent plus de protéines. Oui, elles se font du mal à la santé. Alors bien sûr, il y a des protéines végétales. Les lentilles, les flageolets, les haricots, ça apporte de très bonnes protéines aussi. Mais l'un n'exclut pas l'autre. C'est très bon pour la santé de manger un bon steak avec des lentilles. C'est parfait. À partir du moment où c'est fait en conscience, qu'il y a une recherche, etc., on peut tout à fait pallier. Mais il faut qu'il y ait quand même cette recherche qui est... C'est la variété alimentaire qui est un gage de santé. Voilà, il faut pas supprimer. Tous les aliments sont complémentaires entre eux à partir du moment où on en fait une consommation variée et raisonnable. Je voulais revenir sur le sport le soir. Trop tard pour bien dormir. Exactement, il ne faut pas le faire tard le soir. Et je vois que c'est un problème parce que beaucoup de gens travaillent dans la journée et vont à la salle de sport le soir. Le fait de faire du sport, ça augmente la température corporelle, on le voit tous, on transpire, on a chaud, etc. Et voilà. Et on a dit tout à l'heure que pour dormir, il fallait justement que cette température corporelle, elle diminue. Et donc, on a 2 choses qui sont contradictoires. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'arrivent jamais à dormir après 2-3 heures après avoir fait du sport. Il y en a que ça ne gênera pas, mais il faut tester, il faut se connaître. Il y en a qui vont s'écrouler dans le lit parce que ils auront fait une séance assez intense, mais d'autres qui vont mettre 1h30 à 2 heures avant de s'endormir. Donc tu as tout à fait raison, il faut s'écouter, il faut apprendre à décrypter finalement les messages qu'envoie le corps. Mais quand même, en règle générale, le corps humain est fait pour être en pleine forme le matin et dans la journée, et puis tout est fait, même au niveau hormonal, hein, tout est fait pour que petit à petit, le tonus baisse, hein, et qu'on ait envie de dormir en fin de journée. Donc, ce n'est pas normal de faire du sport en fin de journée. Il y en a qui ne trouvent que ça comme solution parce qu'ils travaillent dans la journée. Mais normalement, le sport, c'est le matin avant d'aller bosser ou dans la journée, si on a la chance d'avoir une salle de sport ou qu'on a un moment pour aller fréquenter la salle de sport qui est juste à côté du boulot, ou parce qu'on est en retraite et on n'a que le temps dans la journée de le faire. Mais il ne faut pas choisir 19 heures pour le faire. Il faut choisir, par exemple, soit le matin à la fraîche, avant le petit déjeuner, soit en fin de matinée vers 10-11 heures avant le déjeuner. Et chaque repas qui suit des protéines. Hein. Et puis l'après-midi, quand il ne fait pas trop chaud, vers 17h, 18h, grand max. Voilà. Et après, on se prépare au sommeil. On dîne, on se détend, petite musique douce, dîner léger.
Ça aussi, c'est important. Pour bien dormir, il ne faut pas faire un repas trop copieux et surtout pas alcoolisé, parce que l'alcool fragmente le sommeil. Ça donne des sommeils très superficiels. Et puis ensuite, dodo. Il ne faut pas avoir peur pour des personnes qui ont 40, 50 ans, qui n'ont jamais poussé la porte d'une salle de sport, d'y aller une première fois. Souvent, il y a de la peur, et ils ne savent pas trop comment ils vont être reçus. Ils seront très bien reçus. Et il faut commencer à un moment, et on peut commencer à 40, à 50, à 60. Enfin, il n'y a pas d'âge. Mais bien sûr. Et il y aura des bienfaits. Et tout à l'heure, on a parlé de la perte de masse musculaire avec l'âge. Ces courbes-là, elles sont chez des gens très souvent qui sont sédentaires. Et on n'a pas véritablement de courbes qui montrent le maintien de la masse musculaire chez des gens qui continueraient de faire du sport. Mais on peut quand même penser que il y aurait un gain et que ces courbes ne seraient pas aussi décroissantes tout à vers fait. la fin de vie. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Jamais. Il ne faut pas se dire c'est foutu pour moi, je perds du muscle, je ne retrouverai pas. C'est pas vrai. On peut freiner la perte et on peut même augmenter sa masse musculaire, même à 70 ans, même à 80 ans. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on voit des athlètes de 80 ans, mais c'est extraordinaire. La force et le muscle, c'est fondamental. Ah oui, tout à fait. On peut maintenir ça très très bien au cours de la vie. Petit conseil, pour les personnes qui auront un déclic en se disant « bon sang, c'est urgent que je m'y mette », quand on a été longtemps sédentaire, il faut aller faire quand même un check-up médical avant. Il faut aller voir son médecin, peut-être même certainement le cardiologue, pour être sûr que le cœur, il va quand même pas souffrir de tout ça. Ouais. Un bilan médical, s'il y a des médicaments, on s'assure que tout ça est bien maîtrisé. S'il n'y a pas de maladie, on s'assure que tout va bien. Un électrocardiogramme, une échographie cardiaque, le hockey du cardiologue, peut-être même un test d'effort pour voir si tout va bien. Voilà. Et après, banco, on peut y aller. Et comme tu dis très justement, quand on rentre dans la salle de sport, on s'enquiert d'un coach. En général, on a 2 séances gratuites avec un coach qui conseille. S'il fait bien son boulot, il doit questionner. Et même si en plus il est formé en absothérapie, il doit questionner sur l'alimentation, sur le sommeil, sur le niveau d'activité physique. Il y a même qu'il faut une impédance-métrie pour voir le niveau de graisse, le niveau de masse musculaire. Et après, on fixe un programme adapté à chaque personne. Voilà. On en discute, cardio, renforcement musculaire, quid, quad, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Est-ce qu'il y a des antécédents de lombalgie, de sciatique, de machin? Est-ce qu'il y a des mouvements qu'il ne faut pas faire, qu'il faut éviter? Se faire encadrer et conseiller. Il ne faut pas se débrouiller tout seul. Voilà, il faut être bien conseillé avant de commencer et ne pas avoir de complexe. Même si on a un peu de ventre, même si on a des cuisses un peu fortes, qu'on est là, on se dit, oh là là, les super nanas qui sont à côté, mon Dieu, je vais jamais, j'ai honte. Pas du tout, tout le monde s'en fout, les gens sont concentrés sur leur activité, chacun est recentré sur soi, objectif santé. Objectif santé. Oui, et souvent c'est un environnement qui est plutôt très bienveillant. Oui, et tout à fait. Contrairement aux idées reçues, moi je fréquente pas mal, donc j'entends des fois des avis. Et en fait non, c'est très bienveillant parce qu'à partir du moment où vous pratiquez, vous êtes content de voir qu'il y a d'autres personnes qui prennent soin d'eux et soin de leur santé. Et en fait, tout se passe très bien. Et puis les gens se conseillent aussi. Oui. Quand on voit qu'on fait un faux mouvement, attention, il faut que... Bref, je trouve qu'effectivement, tu as tout à fait raison. Dans les salles de sport, les gens sont plutôt bienveillants entre eux. Contrairement aux idées reçues. Puis il y a les séances collectives aussi. Il y a plein de choses. Ça, c'est sympa. C'est sympa, on n'est pas tout seul dans son coin. Sommeil, on a fait. Oui. Activité physique, on a fait. On attaque sur l'alimentation, le dernier. Oui. Est-ce que les calories, du coup, c'est la base de tout? Est-ce que c'est est-ce que c'est ce qu'on doit regarder? Quelle quantité on mange? Est-ce que c'est l'élément fondamental ou est-ce qu'il faut aussi regarder les qualités? Qu'est-ce qu'on mange? Voilà. Non, parce que faire un peu le point là-dessus. Faut pas faire d'obsession sur les calories parce que si les calories tu les apportes avec du gras et du sucre sans en manger trop dans la journée, c'est pas bien. En revanche, certes, le secret d'une alimentation saine, c'est vraiment d'abord, premièrement, de ne pas sauter de repas. J'entends tellement parler de jeûnes intermittents, de gens qui sautent les repas, surtout avec cette vie de dingue où les gens travaillent beaucoup. À midi, c'est juste un sandwich, un plat, un café. Et moralité, tout le monde mange beaucoup trop le soir. Ça fait le lit de la prise de poids. Manger peu le matin, manger mal à midi, commencer à grignoter l'après-midi et faire une grosse bouffe le soir, c'est la porte ouverte au kilo. Donc il faut faire tout l'inverse. Il faut bien manger le matin, commencer la journée avec un petit déjeuner copieux, du pain, des céréales, des flocons d'avoine, un fruit ou deux, des amandes, thé, café, un vrai petit repas. Bien manger à midi, c'est quand même le repas le plus important de la journée. 40% des calories à midi. Eh oui, parce qu'il va se passer 8 heures avant le dîner. Donc il faut quand même bien se remplir, mais de façon équilibrée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend un plat principal, la viande, du poisson, des œufs. On fait mi-légumes, mi-féculents. Moi, comme ça, j'habitue les gens à manger des légumes. Et puis ensuite, fromage ou laitage,
et fruits. Voilà. L'après-midi, 4 heures après, l'estomac s'est un peu vidé et donc on va prendre un fruit ou deux. On est en pleine saison des fruits, c'est extraordinaire. Hein, c'est bien meilleur qu'un biscuit, un gâteau. Hein. Un bon fruit bien sucré. C'est délicieux là. On a les abricots qui sont arrivés, les pêches et nectarines. Voilà, une bonne pêche bien mûre, mais c'est sublime. Les abricots bien mûrs, les gros bergerons, c'est extraordinaire. Alors je suis d'accord, ça coûte une fortune. C'est vrai. Les cerises, enfin bref, on est à plus de 10 € le kilo. Non mais c'est dingue quoi. 19,95. Ah oui. Bon. Non mais n'empêche que c'est un vrai problème. Ah oui, c'est un vrai problème. Parce que bien manger, ça coûte cher. Ah oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Et je pense qu'il y a une partie des problèmes qui vient de là aussi, c'est que acheter un paquet de gâteaux, ça coûte beaucoup moins cher. Acheter une bouteille de coca, ça coûte 1,50 €. Ah mais tout à fait d'accord. Mais tu sais, les problèmes de santé, c'est presque un problème social. Hein. On s'aperçoit que dans les couches de population qui vivent en situation de précarité, il y a beaucoup plus d'obésité que dans les populations qui vivent de façon aisée et qui ont de l'argent. Tu as raison, les légumes et les fruits, ça coûte cher. Le paquet de biscuits, ça coûte beaucoup moins cher. Bon, après, honnêtement, j'ai fait mes calculs, on peut manger pour pas cher, tout à fait équilibré. Voilà. Oui, je pense qu'aussi c'est possible. Tu n'es pas obligé de t'acheter du cabillaud à 30 € le kilo. Les petites sardines en boîte qui sont des poissons sublimes, riches en protéines, en oméga 3, en vitamine D, en plus c'est délicieux. Voilà, ça coûte pas cher, hein, une boîte de sardines. Voilà, donc il faut arrêter de penser que certains aliments sont inaccessibles et que sans eux, on ne peut pas manger équilibré. Les œufs, c'est pas cher les œufs. C'est pas cher les œufs. C'est une source de protéines, de fer, d'iode, de zinc, de sélénium, 9 vitamines sur 13. Dans 2 œufs, on couvre plus de 25% du besoin quotidien. Mais c'est extraordinaire. Ça se garde longtemps au frigo ou à l'extérieur. On peut faire du salé, du sucré, on fait tout ce qu'on veut. Et puis on peut décliner à la coque, au plat, bouillé. Les œufs quasiment. Voilà, c'est deux aliments ça que je mange beaucoup. Moi, les sardines, pratiquement un midi sur deux, quand je suis au cabinet, il y a des sardines à l'huile. Oui. Et les œufs aussi, parce que et on a parlé de protéines tout à l'heure, on a 2 sources en protéines. Exactement. Bon, le riz, les pâtes, les légumes secs, c'est pas cher. Bon. Les légumes. Alors, les légumes, souvent, les légumes sont chers. Mais premièrement, il faut acheter des légumes de saison. Et deuxièmement, on peut acheter des légumes surgelés. Les légumes surgelés sont moins chers que le frais. Et ils ont conservé tout autant de vitamines. Franchement, tu achètes des légumes en surgelé, tu les plonges dans l'eau bouillante. 5-10 minutes, tu les as dans ton assiette, tu doses les vitamines, tu en as autant que quand tu as été récupérer les légumes dans ton jardin, que tu les as gardés 2-3 jours dans ton frigo, que tu perds forcément un petit peu, et tu les cuisines rapidos. Il ne faut pas les laisser traîner longtemps dans l'eau bouillante, parce que c'est là qu'il y a les pertes vitaminiques qui se font beaucoup. Et ben dans l'assiette, c'est kiff-kiff. Bon, et les légumes surgelés, finalement, ils coûtent moins cher, parce qu'ils ont été cueillis à maturité, tout de suite techniqués, congelés. Donc en fait, la marge, elle est moins importante qu'avec du frais, où il y a beaucoup d'intermédiaires. Donc tu vois, les légumes surgelés, c'est une excellente façon de manger des légumes, et pour pas cher. La conserve, c'est pareil aussi, mais le goût est quand même moins bon. Non, tu conserves le bon goût des légumes frais avec du surgelé que tu n'as pas forcément avec des légumes en conserve. Mais si tu n'as pas le choix, franchement, des haricots verts en conserve, ce ne sont pas du tout des produits morts. Il ne faut pas imaginer que parce qu'ils ont été mis en conserve, il n'y a plus de vitamines là-dedans, il y en a encore. Hein. Donc tu vois, on peut manger tout à fait sainement en réagissant bien. Et c'est pareil pour les fruits. Pourquoi s'acheter des mangues quand c'est pas quelque chose qui est récolté en France? Bon, c'est pareil. Les pommes, les bananes, on parlait des cerises tout à l'heure, pommes, bananes, c'est quand même déjà beaucoup moins cher. Oui, alors c'est vrai que c'est un petit peu dommage quand même de manger des bananes à notre saison, c'est plutôt des fruits d'automne. Il faut choisir les saisons. Eh oui, on est sur les fruits rouges, mais c'est vrai, les fruits rouges, ils viennent souvent de l'étranger. Hein. Ils viennent du Maroc, les myrtilles, ça vient du Pérou. Bon, donc, mais avec le réchauffement climatique, tu vas voir qu'on va avoir de plus en plus de ce type de fruits finalement en France, et il y a fort à parier que les prix vont sans doute baisser. On a parlé de l'alcool tout à l'heure, qui avait un effet sur le sommeil. Oui. Soit on revient dessus, soit... On a dit que ça diminuait les phases. Tu as raison. Et parler un petit peu de cet aspect au niveau calorique aussi, parce que c'est énorme. Oui. C'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, on avait toujours cette idée de si on buvait un petit peu trop avec les copains, derrière, on allait passer une bonne nuit. Et en fait, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. L'alcool, ça endort sur le moment. Et ensuite, ça réveille. Ça dénature complètement la structure du sommeil. Et tu te retrouves avec un sommeil superficiel, fragmenté. C'est-à-dire que tu te réveilles plusieurs fois dans la nuit. Tu n'arrives pas à rentrer dans le sommeil lent profond. Donc, en fait, il faut éviter de boire de l'alcool le soir. Alors, quand je dis éviter, bon, un verre, ça va. Mais 2 verres, on connaît la suite de la phrase. Alors, il y a non seulement les dégâts que ça peut provoquer sur le sommeil, mais aussi en termes de calories. Tu as tout à fait raison d'insister sur ce point-là.
L'autre jour, j'avais un patient qui vient me voir avec un bon petit ventre. Hein. Je veux dire, la chemise, là, elle craque un peu. Bon. Mais c'est bizarre parce que je mange très peu. Alors, en plus, un petit déjeuner vraiment petit. Il mange quasiment pas dans la journée. Il se rattrape le soir, chose à ne pas faire déjà. Premier facteur de risque de prise de poids. Et comme je ne suis pas née de la dernière pluie, eh bien, je l'interroge sur la consommation d'alcool. Et là, oh surprise, j'apprends qu'il consomme, parce que le soir, il a besoin de se détendre, n'est-ce pas, de sa journée. Donc déjà, deux petites bouteilles de bière en apéritif, et puis au dîner, 4 verres de vin. Donc, quand on fait le calcul, sachant que le verre de boisson alcoolisée, que ce soit le demi de bière ou le verre de vin, ça apporte en moyenne 100 à 150 calories, selon le degré d'alcool, je te laisse calculer 4 verres de vin plus de demi de bière, indépendamment. Bonjour le foie, parce qu'il va falloir détoxifier tout ça. On était déjà, entre guillemets, dans de l'alcoolisme, hein, parce que ça dure comme ça depuis des années. Bon. Donc, j'ai quand même amené le problème sur le plateau, hein, en parlant d'alcoolisme. Et il en était bien conscient. Mais indépendamment de ça, puisqu'on est sur le sommeil, donc ne raconte pas les nuits, les mauvaises nuits que cette personne passe, mais en plus de ça, c'était la cause, une des causes de sa prise de poids, parce que 4 fois 150, ça fait quoi? Ça fait 600 calories. Or, le soir, le corps ne doit pas dépasser 600 calories. Donc tout le reste, le dîner qui vient avec, eh ben ça s'ajoute aux 600 calories. Donc il était à plus de 1000 calories le soir. La nuit, on dort, on ne brûle pas les calories, donc on les stocke. Et c'est la nuit qu'on grossit. Donc, première cause d'obésité, les gens qui boivent de l'alcool le soir. Donc, il ne faudrait pas dépasser... alors, je ne suis pas là, ronchon, à dire « faut pas d'apéro, faut pas... » Non, c'est pas ça. Il faut vivre aussi. Mais il faut s'inscrire dans la raison. Le petit verre de vin le soir, aucun problème. Aucun problème. Mais pas 2, mais pas 3. Voilà. Voilà. Donc, c'est calorique, c'est pas bon pour le foie, et puis ça fait prendre du poids. Ouais. Et ça handicape le sommeil. Bah ça, au début, on a parlé des montres connectées. Ça, je m'en suis bien rendu compte avec les montres connectées. Oui. Parce que c'est vrai qu'en fait, je dormais plus ou moins d'une traite, donc ça allait. Mais en fait, si je regardais la qualité du sommeil par rapport aux autres nuits, j'avais des phases de sommeil paradoxal, sommeil profond, etc., qui étaient largement réduites. Donc voilà. Quand tu buvais un peu d'alcool avant d'aller dormir. Je buvais de l'alcool avant d'aller dormir. Donc voilà, c'est un moyen aussi de se rendre compte un petit peu et d'illustrer. Tout à fait. Il y a quelque chose. Alors, il existe maintenant des bières sans alcool. Hein. Qui n'ont plus rien à voir avec les premières bières sans alcool qui n'étaient pas bonnes. Maintenant, elles sont très bonnes. Donc, moi, j'encourage, si on a envie, surtout quand il fait chaud, je peux tout à fait comprendre qu'on ait envie de s'offrir une bonne bière en rentrant chez soi le soir, hein, mais à ce moment-là, une bière sans alcool. Pourquoi avaler de l'alcool? C'est pas nécessaire. Si on veut se rafraîchir, une bière sans alcool, c'est génial. Rien n'hydrate mieux que de l'eau. Oui, tout à fait. Alors, tu as tout à fait raison. L'eau et le jus de tomate. Excellent, le jus de tomate. D'ailleurs, je lui ai proposé ça. Ben, il était content. Il dit, ah oui, tiens, mais j'adore le jus de tomate, je vais y penser un peu plus. Parce qu'au niveau rituel, ça permettait d'entretenir quelque chose en plus. Et puis l'apéro, ça sort un peu de l'ordinaire, parce qu'un verre d'eau en apéro, c'est pas terrible. Hein. Alors l'eau à table, d'accord, hein, mais en apéro, il faut bien trouver quelque chose de festif. On revient d'une journée de travail, on a envie de se détendre. Donc le petit verre de jus de tomate bien frais, avec la petite rondelle de citron et un tout petit peu de sel de céleri, waouh, c'est super. Après, il y a le Perrier citron, qui est un grand classique, hein, dans lequel on peut mettre aussi quelques feuilles de menthe, c'est vraiment très très bon. Et puis il y a la bière sans alcool. Est-ce que on ne parlerait pas un petit peu du sel? Oui. Le sel aussi, c'est un problème majeur parce que ça a des retentissements sur la santé. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, on voit très clairement que les populations qui sont des grandes consommatrices de sel sont plus exposées à l'hypertension artérielle, donc aux maladies cardiovasculaires. Alors le sel, on aime bien, ça donne du goût au plat, etc. D'ailleurs en France, on est très sel-poivre. Je le déplore toujours un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'autres pays où on est plutôt beaucoup plus épices. Donc, alors, en ce qui concerne le sel, bien sûr, le sel, c'est un exhausteur de goût. Il en faut dans les plats, etc. En revanche, petit conseil pratique, on ne sale pas avant de goûter. On goûte d'abord, si on trouve que ce n'est pas assez salé, on sale. Mais une pincée de sel, c'est 1 gramme. Il ne faut pas dépasser 4 à 5 grammes de sel dans la journée, sachant que dans ce quota, il y a le sel des aliments. Quand tu prends une part de fromage, tu as 1 gramme de sel. Quand tu prends 2 tranches de saucisson, tu as 1 gramme de sel. Voilà. Bon, et quand tu prends un plat préparé, 4 grammes. Ça a 2 grammes dans les plats industriels de sel. Donc la tranche de jambon aussi, les gens adorent manger du jambon. Il y a à peu près 1 gramme de sel dans une grande tranche de jambon. Voilà, donc ça va très très vite. Donc pour ne pas dépasser 5 grammes, ça voudrait dire qu'il ne faut pas mettre plus de 2 pincées de sel par jour dans ces plats, que ce soit à midi et le soir. Voilà, donc on goûte avant de saler. On fait beaucoup plus appel aux épices et aux herbes aromatiques qu'on ne le fait. Alors, herbes aromatiques, on aime bien. Le persil, la ciboulette, la menthe, l'estragon, l'origan, c'est génial.
alimentation méditerranéenne, la salade grecque, elle est arrosée d'origan. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont très peu de maladies régime méditerranéen. Mais exactement, c'est parce qu'il y a beaucoup d'épices. Les épices, vraiment, il faut en mettre le plus possible dans sa cuisine, quitte à aller découvrir des nouvelles recettes, les introduire. Il faut qu'en France, on s'habitue à mettre beaucoup plus d'épices dans ses plats. Et à chaque fois qu'on fait une salade verte ou une salade de tomates, basilic, ça c'est rentré quand même dans les mœurs, les carottes râpées, une belle salade composée, on y va. De l'ail, de l'oignon, du persil, du cerfeuil, de la ciboulette, de l'estragon, on arrose, voilà, et on ne met pas que sel et poivre. C'est vrai. Pour tous ceux qui veulent en apprendre plus sur la napsothérapie et le fait de devenir napsothérapeute, où est-ce qu'ils peuvent trouver des informations? Alors il faut aller sur le site institutionnel qui est www.napso, N-A-P-S-O, ça veut dire nutrition, activité physique et sommeil, donc napso, le tiret du 6, thérapie, T-H-E-R-A-P-I-E, donc napso-thérapie.org. Voilà, napso-thérapie.org. Donc c'est le site institutionnel sur lequel les gens vont trouver plein d'informations différentes. Il y a ceux qui peuvent être intéressés pour se former et devenir soit conseiller en napsothérapie, soit napsothérapeute, selon que l'on est professionnel de santé ou pas. Je précise que la formation est accessible et ouverte à des gens qui ne sont pas des professionnels de santé, mais qui ont une activité en lien avec la santé sans être forcément médecin ou infirmière ou diététicienne. Dans ce cas-là, le titre ne sera pas le même. Si on est médecin ou un professionnel de santé, on deviendra napsothérapeute. Si on n'est pas professionnel de santé mais qu'on a suivi la formation, on sera conseiller en napsothérapie et on ne prend pas en charge des gens malades. On fait de la prévention, on fait des ateliers de sensibilisation dans les entreprises. Voilà, on intervient. Mais ce qui est énorme, on l'a vu, le bienfait de la prévention, ça devrait être le préalable et on devrait soigner, malheureusement quand c'est obligatoire, mais ça devrait venir derrière. En France, on attend d'être malade pour réagir. Il faut faire de la prévention. Il faut prendre soin de son corps pour ne pas tomber malade, justement. On n'est pas très fort en prévention en France. Il y a d'autres pays où vraiment la prévention, c'est un acte majeur, civique. Donc justement, la napsothérapie, c'est de la prévention. Voilà, c'est une prévention majeure. Donc c'est pour ça que cette formation, elle est ouverte à des gens qui ne sont pas forcément des professionnels de santé. Alors la formation, elle est longue, il y a beaucoup de choses à apprendre. La nutrition, l'activité physique, le sommeil, c'est fait par des médecins, donc elle est sérieuse, elle est fiable. Mon organisme est certifié Calliope, donc c'est vraiment important. C'est une formation qui est solide, qui ne fait pas référence ou qui ne fait pas appel, c'est pas une chapelle. Vous voyez, il n'y a pas de fake news là-dedans. Tout est scientifiquement validé et c'est très concret et pratique. C'est accessible. Parce que souvent, les gens me posent la question, est-ce que je peux en profiter? Je dis oui, à condition de travailler. C'est 3 jours de travail par mois, il y a des examens tous les mois, c'est suivi de très près, il y a un examen final, il y a un diplôme qui est remis à la fin, donc c'est vraiment bien encadré, c'est une formation sérieuse. Mais les gens sont heureux, enfin je peux en faire un métier, enfin je vais me sentir utile, enfin je vais pouvoir auditer, aider les gens à corriger leur comportement, enfin je vais les aider à se sentir mieux. Voilà, pour les gens qui cherchent un vrai sens à leur vie, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir profiter de cette occasion pour le faire. Ils apprennent beaucoup pour eux, pour leur famille, pour les êtres qu'ils aiment, mais en plus de ça, ils peuvent en faire un métier, soit en libéral, soit intervenir dans les entreprises. Et ça, moi, à mon sens, c'est un débouché fabuleux qui est à la portée de tous. C'est que quand on s'est formé en napsothérapie, à ce moment-là, on va dans les entreprises et on fait des ateliers de sensibilisation. On sensibilise les salariés à ce qu'est une alimentation équilibrée, à l'importance de l'activité physique et comment faire pour passer à la pratique, et le sommeil, pourquoi il est important de ne pas l'abîmer et comment faire. Voyez, donc tout ça c'est hyper important et ça devient accessible à beaucoup de gens qui veulent en faire un métier. Et enfin, sur ce site, pour ceux qui n'ont pas envie d'en faire un métier mais qui ont envie de profiter de l'expertise des conseillers en napsothérapie ou des napsothérapeutes, il existe un annuaire sur ce site institutionnel. Et en fonction de la région dans laquelle on habite ou de l'arrondissement parisien, eh bien, on va trouver le professionnel qui est le plus près de chez vous. Donc ce site apporte énormément d'informations. Il y en a pour tout le monde, le livre est très complet, il y a beaucoup d'informations, donc il faut vraiment que tous ceux qui veulent en apprendre plus aillent l'acheter. Là, on a abordé seulement certains aspects, mais il y a plein d'autres choses qui sont abordées dans le livre. Donc voilà, très complet. À très vite, Laurence. À très vite, Raphaël.
J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, ça a été beaucoup de boulot. Avec notre invité, nous avons insisté à plusieurs reprises sur l'importance de pratiquer une activité physique. Avec Jérôme, nous sommes convaincus que la course à pied est le sport dont vous avez besoin. Premièrement, l'homme est fait pour courir, c'est inscrit dans son ADN. Et deuxièmement, il n'existe aucun autre sport qui peut être réalisé partout, qui ne nécessite aucun matériel et qui a le même pouvoir de véritablement transformer votre corps. Peut-être que vous vous dites que pour vous c'est trop tard, que vous auriez dû commencer à courir depuis des années pour pouvoir bénéficier des incroyables bienfaits de la course à pied. Écoutez bien, il n'est jamais trop tard. Si vous avez plus de 50 ans, vous pouvez encore débuter la course à pied même en partant de zéro, même si vous n'êtes pas sportif aujourd'hui. Voici ce que l'on a réalisé pour vous. Avec Jérôme, mon collègue kiné de l'équipe de France, nous avons travaillé après nos journées de consultation pour vous mettre à disposition dans cette vidéo tous les conseils dont vous avez absolument besoin pour débuter la course à pied après 50 ans. Il s'agit d'un véritable coaching perso de plus de 20 minutes. Cette vidéo est indispensable pour éviter que vous fassiez n'importe quoi, ce qui pourrait s'avérer dangereux pour votre corps. Cliquez juste ici pour regarder cette vidéo.